Merci beaucoup Tanguy pour cette introduction. Donc bienvenue sur C'est pas sorcier. Alors C'est pas sorcier, donc d'habitude c'est avec Fred et Jamy. Jamy est dans le camion, Fred est sur le terrain. Ici c'est un peu l'inverse, c'est Fred qui est dans le camion et donc Charles, notre premier invité de chez PlayPlay, qui va être sur le terrain pour nous expliquer comment l'IA fonctionne chez PlayPlay. Merci beaucoup d'être ici Charles. Bonjour, oui, allô Jamy, je te reçois. Charles, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer ce que c'est PlayPlay pour qu'on ait comme ça une petite overview de comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Donc PlayPlay, c'est un outil SaaS qui permet à des entreprises de créer des vidéos en ligne. C'est un outil qui est fait d'une manière à ce qu'on puisse créer des vidéos très facilement, très simplement, peu importe son expertise technique derrière. Et à la fin, ça permet donc d'avoir des vidéos de haute qualité, de qualité professionnelle, qui va respecter la charte de l'entreprise, ses couleurs, ses logos, etc. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un chatbot qu'on a conçu dans notre équipe produit, qui est un assistant produit IA. Et c'est une expérimentation en fait qu'on avait menée à une époque et en fait on se rend compte que finalement l'usage nous intéresse, on l'utilise de plus en plus et ça nous aide donc dans notre process produit à gagner en productivité. Et je vais pouvoir donc vous expliquer un petit peu, faire une démo de à quoi ça ressemble, expliquer peut-être aussi les origines du projet et aussi comment vous pouvez créer ce type de chatbot qui est très simple et accessible. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par nous partager ton écran pour nous montrer ça marche. Ce que tu veux nous montrer? Alors, donc... Super, nickel. Très bien. Donc, en effet, on va parler process produit aujourd'hui. Certains d'entre vous le connaissent, mais bon, chez PlayPlay, par exemple, on a les étapes typiques qu'on peut avoir quand on va mener à bien une fonctionnalité dans un process produit. Donc, on va avoir un petit rappel là-dessus. On a, par exemple, le début qui est l'opportunité, l'identification de l'opportunité, où par rapport à des premiers insights, on va se dire, tiens, on a un sujet intéressant qu'on va pouvoir prioriser en discovery et creuser plus en détail. Ensuite, on a la deuxième phase qui va être la compréhension du problème, où du coup, on va essayer de synthétiser facilement quel est le problème principal de l'utilisateur, qui sont les utilisateurs concernés, quelles sont les alternatives qu'ils font aujourd'hui pour contourner ce problème et quels sont les grands besoins qu'on doit résoudre dans ce problème. Ensuite, dans la phase solution, forcément, on va avoir l'aspect un peu design, où du coup, on va réfléchir à un prototype, à des wireframes, de l'UI UX sur comment on va résoudre et solutionner et matérialiser donc la solution pour ce problème. Aussi, tant bien aussi les solutions techniques qu'il peut y avoir. La phase delivery, donc la partie préparation d'implémentation avec les specs, les tests acceptance, etc., qu'on connaît tous côté PM. La partie go-to-market, où là, on lance la fonctionnalité. Donc, on va pouvoir communiquer dessus, à la fois en interne pour que nos parties prenantes, par exemple les commerciaux, les relations clients, sont au courant de comment pitcher la fonctionnalité et la décrire aux clients. Et à la fois, communication externe pour que les clients soient au courant que la fonctionnalité existe. Et ensuite, la partie analyse pour vérifier qu'on a atteint le succès de la fonctionnalité et sinon, comment on peut itérer dessus. Et donc, tout ce process produit qu'on a chez PlayPlay, en fait, aujourd'hui, on est assisté partiellement par un assistant IA. Cet assistant IA qui aura donc deux avantages que je peux commencer un peu à expliquer si tu veux. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Ouais. Donc, je vois, il a connaissance de tout l'écosystème, en fait, tout ce qu'il y a, toute l'expertise de PlayPlay, quoi. C'est ça. En fait, il y a deux grandes plus-values qu'on va avoir dans cet assistant. C'est que d'un côté, il va avoir le même niveau de connaissance plus ou moins qu'un collègue dans l'équipe produit. C'est-à-dire, il va savoir sur le produit, il va savoir sur la startup, il va savoir qui sont un peu nos personas de clients. D'accord. Là, c'est cool, c'est que comparé à un ChatGPT classique, on va voir, parce qu'en fait, on va voir que c'est construit dans ChatGPT, ce petit assistant, mais comparé à un sorte de ChatGPT classique, on doit expliquer à chaque fois le contexte, dire moi je suis Charles, je viens de chez PlayPlay, PlayPlay c'est ça, etc. Ouais. Là, en fait, l'IA a déjà toutes les connaissances. Donc ça, c'est pas obligé de lui réexpliquer à chaque fois ce que tu fais. Et elle a déjà tout le contexte de la boîte, quoi. Super. Tout à fait, exactement. Donc ça, c'est hyper gain de temps. Et ensuite, la deuxième plus-value qu'on va avoir là-dessus, c'est que cette IA va ensuite, c'est le plus important surtout, va créer des livrables pour nous. Donc, c'est-à-dire, dans chacune de ces phases-là, l'IA va pouvoir nous aider à soit faire une restitution par rapport justement au contexte du problème, ou alors analyser des maquettes, ou alors créer des tickets Jira, etc., etc.
Ok. Ouais, parce que comme on va le voir, vous avez des templates pour chaque item et donc du coup, ça va vous aider à les avoir déjà préparés en fait. Exact. Donc, c'est là où c'est cool, c'est que chez PlayPlay, en fait, dans chacune de ces étapes, donc c'est très structuré, ordonné. En fait, on a un template Notion qu'on va devoir remplir, donc un modèle, avec à chacune des phases des livrables et des questions à répondre. Ok. Ça permet à ce que tout le monde dans l'équipe ou même dans PlayPlay puisse rapidement comprendre, bon, bah, c'est quoi ce projet, où est-ce qu'on en est, c'est quoi la solution, le problème, etc. Ouais. Et en fait, ça, on l'a injecté, on l'a ingéré dans la cervelle de l'assistant pour que lui sache en fait la bonne manière de répondre, la façon de répondre play, on va dire, à ces différentes étapes du process produit. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir une démo sur un exemple concret pour mieux comprendre comment ça marche et que tu nous expliques vraiment, dans les faits, c'est quoi votre assistant IA? Ce que je vous propose en démo, c'est qu'on va pouvoir faire, par exemple, alors si je zoome sur le process produit, on va prendre partie problème. On va partir d'un scénario, donc justement une opportunité produit qu'on a vu il n'y a pas longtemps chez PlayPlay. Je vais pouvoir expliquer le contexte de la démo, mais on va pouvoir donc essayer de comprendre le problème. Ensuite, on pourra demander à l'IA d'analyser les designs, les maquettes. Et ensuite, dans la partie delivery, on pourra par exemple montrer la rédaction des specs, des acceptances. Donc voilà, ça peut être Allez, assez. c'est parti. C'est parti. Donc, allez, je rentre dans le terrain. Avant de faire la démo, donc je redonne du contexte sur cette opportunité. Donc ça, c'est vraiment un cas concret qu'on a eu chez PlayPlay il n'y a pas longtemps. On avait entendu parler de nos utilisateurs qui disaient se plaindre en fait de leur bruit de fond dans leur vidéo d'interview. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez tous déjà vécu. Je parle à l'audience dans le webinaire. Quand par exemple vous vous filmez devant votre ordinateur au bureau, vous pouvez avoir des bruits d'ascenseur, de ventilation, de travaux de collègues. Ou alors, si vous vous filmez à l'extérieur pour une interview, vous pouvez avoir des bruits de route, de vent, etc. Enfin, voilà, tous ces bruits qu'on ne veut pas et qui vont couvrir la voix et donc dégrader la qualité de l'interview. Donc ça, c'était l'opportunité qu'on a détectée. Et je vous propose qu'on rentre dedans et qu'on aille voir ce petit assistant. Allez, montre-nous comment vous avez transformé ça en question pour votre ChatGPT custom. Saoul. Alors, une première chose à savoir, c'est qu'en fait, on va rentrer dans le ChatGPT et je vous montrerai tout à l'heure, vous faire comprendre en fait, comment en fait, c'est à partir de ChatGPT qu'on a pu créer cet assistant. Donc, je vais plutôt rentrer maintenant directement dans l'assistant et tout à l'heure, je vous expliquerai la construction. Donc, cet assistant, on va le retrouver dans notre panneau à gauche chez PlayPlay. Et en fait, petite anecdote, on l'a appelé Wall-E l'assistant parce qu'en fait, la mascotte de l'équipe produit chez PlayPlay, c'est une baleine et ça faisait référence aussi à Wall-E de Pixar. Donc, on s'est dit, voilà. C'est bien, du coup, avec DeepSeek qui vient de sortir, c'est pas du tout confusant. Merci. Ouais, merci Charles. On devrait attaquer en justice DeepSeek pour nous avoir volé l'idée, mais ouais. C'est clair. Alors, je commence sur le premier prompt que j'ai un peu préparé à l'avance pour justement que la démo soit fluide. Ouais. Mais donc voilà, je lui donne très peu de contexte parce que normalement, il a déjà beaucoup de connaissances sur nous. Donc, je lui explique pas en fait qui je suis, qu'est-ce qu'est PlayPlay, etc. Je lui dis juste, par exemple, je travaille sur une opportunité produit qui est d'améliorer la qualité du son dans les vidéos interviews d'utilisateurs. Voici des retours utilisateurs qu'on a reçus. Donc, chez PlayPlay, on fait attention à bien répertorier et archiver en fait tous les retours qu'on peut avoir des utilisateurs qui viennent d'écoles CES ou d'écoles SAIS. D'accord. C'est très pratique. Donc, j'ai juste à prendre les calls, enfin les citations des clients, anonymisées parce que on ne veut pas que les données des clients se retrouvent dans le ChatGPT. Donc, je n'ai pas précisé le nom de l'entreprise. Et ensuite, je dis, rédige-moi la fiche, ces fameux templates Notion qu'on a chez PlayPlay, la fiche de compréhension du problème. Voilà, tout simplement. Je constate quand même que tu lui dis salut. C'est bien d'être poli avec les LM parce que le jour où ils domineront le monde, ils se souviendront de ceux qui ont été polis et ceux qui ne l'ont pas été. Donc, on ne sait jamais si un jour Terminator existe et qu'ils vont venir à la porte. Au moins, on se peut se dire mais j'étais poli à cette époque, tu te rappelles. Donc, Tu lui as pas mis de s'il te plaît quand même. Mais bon, un salut, c'est déjà pas mal. Donc là, on voit que c'est assez rapide. On voit qu'il est en train de répondre à ma demande. Donc, il est en train de cerner rapidement quel est le problème et qui est concerné. Donc là, on voit que c'est assez bien structuré avec les différents bullet points. On voit aussi donc l'avantage qu'il a, c'est de connaître notre entreprise et les personas clients. Donc, grâce à ses connaissances, il peut très bien faire le lien avec les différentes personas qu'on lui a expliqué culturellement parlant. Donc, il fait le lien avec lesquels seraient les plus concernés par le problème. On voit les solutions alternatives que ces utilisateurs pourraient utiliser. Ça, pareil, c'est grâce à toutes les connaissances qu'il a sur l'univers de la création de la vidéo. Il nous dit des choses logiques comme ils peuvent utiliser des logiciels tiers pour nettoyer le son en dehors de PlayPlay ou utiliser des matériaux très coûteux pour justement avoir une qualité de son parfaite.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on voit que à la fin, il nous donne des cas d'usage principaux et l'ordre de priorité. Donc, chez Playplay, on utilise la méthode du Moscou. Donc, sans trop rentrer dans le détail du Moscou, c'est, on va dire, un framework produit, un process produit pour catégoriser, prioriser les besoins à répondre les plus importants dans une problématique utilisateur. On voit qu'en premier, forcément, c'est le cas passant, c'est réduire automatiquement les bruits de fond, etc. Et dans les cas moins prioritaires, il y a des options intéressantes comme gérer un peu mieux le réglage pour réduire le son, être un peu plus granulaire, précis côté user, etc. Ok. Voilà. Donc ça, c'est top. Normalement, en fait, déjà une chose aussi à savoir, c'est que certes, il m'a rempli, on va dire, la fiche. Après, il n'y a pas tout qui est à prendre à la lettre. Hein. Bien évidemment, on est sur des technologies IA aujourd'hui où heureusement, les humains, on est encore là pour reviewer et relire et vérifier si les données sont bonnes. Mais n'empêche que j'ai quand même un sacré bon brouillon bien solide et que je vais pouvoir avoir, on va dire, 50% d'avancement sur la rédaction de ma petite fiche dans Notion. Je pense que ça, c'est un point vraiment hyper important que tu touches, Charles, c'est que finalement, là où les LLM sont hyper utiles, c'est qu'ils arrivent à fournir une première version. Et donc, c'est toujours cette première version qui est plus difficile pour nous les humains. Enfin, entre écrire un texte et faire de l'édition sur un texte, le deuxième est beaucoup plus facile. Et là, finalement, d'avoir une première version, même si c'est imparfait, au moins, tu arrives à identifier où c'est imparfait et tu as juste à le corriger. Ce qui est beaucoup plus facile que de trouver finalement la première version. Donc, c'est chouette que vous fassiez ce premier jet comme ça, automatiquement, quoi. Même si, comme tu dis, il faut après le raffiner, quoi. Carrément, et puis c'est aussi ça permet aussi d'éviter d'avoir des biais humains, comme par exemple, on pourrait très bien oublier certaines choses ou ne pas voir certains aspects. Et vu que les IA, ils voient un peu tout, hein, étant donné que c'est robotique, c'est vraiment technologique, donc on pourrait très bien se dire, ah, t'as pas pensé à cet angle de vue-là. En effet, certes, c'est un bon point. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu fais de cette première version? Donc, tu la copie-colles dans ton Notion après, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, normalement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais copié les différents passages qui répondaient aux questions et j'aurais collé donc, dans mon template Notion, peut-être réadapté un petit peu. Et là, normalement, j'aurais déjà une bonne sacrée compréhension du problème que je peux ensuite faire une dernière passe de review avec des collègues, notamment mon binôme designer. Mais ouais. Un petit point d'attention, je vois qu'il y a écrit Videozy et pas Play dans ton prompt. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais, c'est un bon point. En fait, pour des raisons de confidentialité, on a pris plein de petites précautions. Donc déjà, premièrement, sachez que dans ces types d'outils, vous pouvez préciser à ChatGPT de ne pas entraîner leur IA sur les données que vous envoyez. Deuxième chose, c'est que nous, par défaut, on a dit à Videozy de ne pas mentionner Playplay, mais plutôt Videozy, parce qu'on ne voulait pas que ChatGPT, GPT, même s'ils ne s'entraînent pas sur nos données, fassent le lien de toutes les informations qu'on donne par rapport à Playplay. Ça nous faisait penser, en fait, à l'époque, il y avait un scandale avec Amazon où des employés d'Amazon parlaient de choses sensibles par rapport à Amazon. Et du coup, vu que le mot Amazon était mis dedans, l'IA comprenait que c'était Amazon et faisait le lien. Donc, voilà, petite précaution là-dessus. Très bien. Et je te propose qu'on aille dans la deuxième étape. Allez, continuons. Donc, deuxième étape, maintenant, imaginons que j'ai expliqué le problème avec mon binôme designer. Il a pu commencer à maqueter justement le prototype, les designs. D'ailleurs, je vais changer de casquette, je vais mettre dans la peau du designer maintenant. Donc, je vous montre, on va dire, les designs. Donc, on est dans la modale de gestion de la vidéo chez Playplay. On voit qu'on a une nouvelle tab, un nouvel onglet qui s'appelle maintenant les effets, avec une prévisualisation de la vidéo en tant que telle, avec normalement l'audio qui n'est pas bon, mais un nouveau bouton qui s'appelle donc nettoyage audio par IA, avec un petit toggle que quand on active, on aurait donc une barre de progression qui s'affiche pour montrer l'IA qui prend le temps de nettoyer l'audio avec un petit temps. Et bien sûr, quand c'est terminé, on peut ensuite écouter la version de la vidéo avec le bon audio et sauvegarder si on est satisfait avec. Donc là, dans ce cas-là, ce qui va être intéressant pour les designers, c'est de déjà avoir une première design critique. Donc, en fait, c'est là l'avantage surtout des LLM comme GPT qui sont multimodales, c'est que vous pouvez non seulement ingérer du texte, mais aussi des images. Et il va pouvoir donc accéder aux images, les analyser, les comprendre et basé là-dessus, pouvoir donner du feedback. Donc, moi, je lui dis, par exemple, fais-moi une design critique de ce qui est bien, pas bien, des conseils, et on va voir qu'en fait, c'est assez pertinent. Super. Donc, justement, regardons un petit peu. Donc, les points positifs, interface claire et intuitive, heureusement, j'espère. Chez Playplay, on essaie toujours d'être dans ce cas-là.
Feedback utilisateur immédiat sur le côté barre de progression avec temps d'attente, donc ça, c'est bien. Maintenant, on va regarder ce qui nous intéresse le plus, c'est les points d'amélioration. On voit qu'il dit manque de granularité dans les réglages. Alors, en effet, c'était un des besoins qui étaient les moins prioritaires quand on analysait le problème. Ouais, dans les shoots. C'est ça, ouais. Donc ça, ça fait exprès, on ne l'a pas priorisé, mais on pourrait envisager dans une V2, en effet, d'avoir des petits boutons de réglage d'ajustement. Ça, c'est assez mignon, mais on voit qu'en effet, il n'y a pas de toast ou de message de confirmation une fois que le traitement est terminé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir dedans. Et donc là, c'était un exemple très simple, très facile. Mais pour vous donner l'anecdote, j'avais fait le même exercice avec une designer chez Playplay qui travaillait sur une énorme refonte d'une page. Et on avait fait l'exercice en envoyant les maquettes de ces pages en train d'être refaites. Et il a analysé plein de petits détails, plein de petites choses, étant donné que le projet était assez gigantesque. Et elle était satisfaite. Elle était clairement satisfaite de découvrir des retours comme tels, ce qui l'a aidé, on va dire, dans ses design reviews plus tard. Donc voilà. Ok, donc la seule limite à l'heure actuelle que tu vois, c'est que, il est capable d'analyser des interfaces même très complexes. Le seul petit problème, peut-être, c'est qu'il voit pas les liens entre les différentes interfaces. Il n'est pas capable d'analyser de la vidéo, donc tu es obligé de lui faire des screenshots à chaque fois et de lui envoyer un par un, quoi. Oui, en effet, là, pour le moment, on est surtout sur de l'image. J'ai essayé une fois de lui envoyer une vidéo. C'est pas 100% terrible. Je pense que les images, c'est le mieux. Et après, peut-être, pour ceux qui se posent la question de est-ce que tu lui as demandé de créer les designs, ça aussi, on l'a testé. Et malheureusement, DALL-E n'est pas assez fort pour créer du web design, des prototypes. C'est bien pour faire de l'art ou des illustrations. Donc voilà, ça, on l'a pas mis dans notre chatbot. Et vous avez essayé de créer les UI, mais en faisant du code plutôt qu'en faisant des images via DALL-E? En faisant du code, oui. Donc, par exemple, j'avais justement mis les maquettes en images statiques dans le chatbot en lui disant généralement la version code. Alors, le rendu n'était pas totalement identique. Donc, c'est ça, malheureusement, c'est pas dingue. Par contre, ce qui peut être bien, c'est qu'on voulait faire des petits POC, des petits MVP rapides. Donc, si ce n'est pas ISO avec le design, au moins, vous avez un petit POC qui peut être interactible, vous pouvez interagir avec, etc. Et même l'envoyer le code à un développeur s'il veut commencer à rajouter le back-end derrière pour véritablement faire le petit POC rapidement. Donc voilà. Et ça prend de plus en plus de l'ampleur, notamment dans des boîtes d'utiliser des outils qui permettent de générer des MVP, des POC très rapidement basés sur des prompts ou des images. Et du coup, toi, en tant que PM, ça te rend un peu plus indépendant parce que tu peux faire toute la chaîne de conception de A à Z pour tester des idées que tu as et voir un peu itérer comme ça sans avoir à faire toute la chaîne, de passer par des devs qui doivent faire du front et tout. Exact, ouais. Et donc, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que le métier de PM, on peut, grâce à l'IA, maintenant devenir un peu plus 360, j'ai envie de dire. Que s'il y avait un domaine qu'on n'était pas trop expert, on peut s'en sortir un petit peu grâce à un assistant IA qui peut nous aider à rentrer un peu dans cet univers et nous apporter des réponses. Super, du coup, tu peux dégrossir les sujets vachement plus vite. Carrément. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une étape que tu veux nous montrer? Ouais, j'en ai peut-être 2 autres. Alors, toujours dans la phase un peu exploration de solutions. Là, on a regardé la partie un peu plus design. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'aussi ces chatbots IA sont intéressants pour faire des benchmarks. Par exemple, j'aurais pu lui demander, fais-moi un benchmark sur toutes les solutions de nettoyage audio par IA. Donne-moi ça sous un format tableau. Donc ça, il peut très bien s'en sortir vu qu'ils sont branchés sur le web. Donc, il peut faire des recherches pour moi. Là, je demande un autre type de benchmark, par exemple, plus côté tech, étant donné qu'on parle de technologie IA. Je vais lui dire, essaye de me trouver un fournisseur d'IA, parce que chez Playplay, on ne fait pas l'IA nous-mêmes, en fait. On n'est pas des machine learning scientists. Donc, souvent, on passe par des fournisseurs API. On se dit, fais-moi un petit bench de toutes les solutions API de nettoyage audio sur le marché, sous un format tableau. Donc, c'est là où ça a plutôt émerveillé, on va dire, le tech lead de mon équipe qui s'est dit, wow, en fait, plutôt que de passer 1 heure à rechercher sur le web, on voit qu'il nous sort direct les réponses dans un tableau, donc énorme gain de temps. Et c'est assez pertinent. Quand j'avais lu les retours, on voyait que ce n'était pas planté, que c'était vraiment des vraies technologies qui existent sur le marché, donc assez cool. Est-ce que vous avez choisi justement un des providers qui est dans le tableau qu'on voit? Alors, celui qu'on a choisi n'apparaît pas dedans. D'accord. C'est là où justement toujours l'IA, il faut prendre avec des pincettes, il faut un peu rechecker son travail parfois. Mais par contre, dans ceux qui mentionnent dans le tableau, il y en a chez qui on avait quand même fait des calls avec et prospecté parce qu'on se disait ça peut être un bon candidat. D'accord, donc il avait déjà identifié quand même des bons usages, mais pas tous, quoi.
tout à fait. Ok. Et pour terminer aussi, quelque chose qui va plaire à beaucoup de PM, je sens, c'est le côté spec et test acceptance. Alors, je vais par exemple à cette étape-là, maintenant que j'ai ma solution, j'ai mon prototype et ma maquette validée, je vais re-uploader les designs. Alors, normalement, je ne devrais pas avoir besoin de le faire, mais je le refais juste par sécurité, et sûr que ça marche bien. Je re-upload mes designs et je dis, basé sur les maquettes du flow, est-ce que tu peux me réaliser le découpage spec en ticket Jira? Ok. Et c'est là que c'est assez bluffant, c'est assez cool, ça fait gagner du temps. On va voir qu'il va réussir normalement à respecter le format de comment nous, on écrit les tickets Jira chez PlayPlay, étant donné qu'on verra ça dans la partie construction, mais qu'on lui a instruit au préalable la bonne manière dont nous, on veut recevoir les outputs via des petits prompts que je vous montrerai. Donc là, il me sort la première user story qui est tout simplement le cas passant, donc pouvoir intégrer l'IA et pouvoir en fait tout simplement lancer le traitement de cleanage audio. Le deuxième qui concerne plus l'affichage du temps de traitement en cours. Voilà. Et là, ensuite, il peut même faire des edge cases si je voulais. Ticket sur les cas d'erreur et edge case. Et il peut très bien aussi aller un peu plus loin. Donc, ça qui est bien, c'est qu'on peut converser avec. Voilà, il me dit, par exemple, le cas d'échec du traitement de l'audio, fichier sans audio, c'est vrai que ça peut arriver malheureusement. Il faut le réussir à le gérer, long temps de traitement, etc., etc. Donc ça, pour vous donner une anecdote, c'est ça qui était assez marrant, c'est que j'avais écrit les critères d'acceptance générés par l'assistant dans mes tickets Jira. Normalement, chez PlayPlay, on se fait reviewer, nous les PM, les tests acceptance par notre QA dans l'équipe. D'accord. Et j'avais rien dit à la QA de mon équipe, je lui ai juste montré, elle m'a dit « ils sont vachement bien, les critères d'acceptance et tout, c'est hyper propre et tout, il y a même des emojis, des machins. » Et je lui ai dit « ouais, en fait, c'est une IA qui me l'a fait pour moi. » Et donc, quand je lui ai montré l'assistant, elle s'est de suite emparée, elle m'a dit « je vais avoir accès et tout, je vais l'utiliser aussi. » Donc, on est content sur ce projet produit. On a aussi embarqué l'équipe QA maintenant qui vont aussi pouvoir l'améliorer sur ce côté-là. Ouais. Ok. Peut-être une petite frustration, c'est que c'est pas connecté à tes autres outils, par exemple. Donc, quand tu es quand même obligé de faire ce passage vers Jira à la main et ce passage vers Notion qu'on a vu tout à l'heure aussi à la main, il n'y a pas de connexion encore qui se fait automatiquement, quoi. Donc, pour le moment, en effet, dans cette version, c'est pas connecté. Ouais. Après, je sais qu'on peut connecter ce type d'assistant de ChatGPT qu'on va voir qui s'appelle les Custom GPT. On peut les brancher à des outils externes si jamais on voulait automatiser. Donc, je pense que ça me titille un petit peu à l'avenir d'explorer ça et de pouvoir le faire pour que justement mes tickets soient automatiquement créés dans Jira. Ouais. Donc, vous pouvez aussi utiliser des outils de no-code pour pouvoir le faire comme Zapier qui sont très bien. Donc, je sais que c'est possible, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore fait dans cette VR. Ouais, tout à fait. Et là, typiquement, sur un ticket comme ça, à quel point tu réécris ce qu'il y a dedans et à quel point tu gardes ouais. Alors là, j'avoue que ce n'est pas la meilleure version dont il m'a rédigé. Pourtant, j'ai fait 10 000 tests dans le passé et c'était un peu plus mieux structuré avec des emojis, des machins. Mais normalement, honnêtement, on va dire qu'il y a 70% du contenu que je garde, donc ce qui est déjà énorme. Parce que c'est vraiment bien écrit, il a bien compris ce que je voulais. Après, en fait, là, je dirais les seules grandes erreurs que je peux voir, c'est parfois quand il donne, par exemple, un critère d'acceptance qui est un peu trop bateau, un peu trop obvious, logique, on va dire. Et je me dis, ça vaut pas la peine de l'écrire parce que c'est vraiment quelque chose d'assez logique ou que ça fait doublon avec un autre critère d'acceptance. Ouais. Voilà, c'est plus ce côté-là. Et ça, je pense que c'est intéressant. C'est un peu aussi des limites qu'il y a sur les LLM, c'est qu'à l'heure actuelle, ils sont non déterministes. C'est-à-dire que tu vas poser 2 fois exactement la même question et tu vas avoir 2 réponses différentes, ce qui est toujours un peu déstabilisant, quoi. C'est un peu comme quand on parle à un humain, finalement, on pose la question différemment, mais quand on parle à une machine, on s'attend pas à ça. Alors, je sais qu'on peut forcer à mettre des seeds, notamment quand on utilise les API, on peut forcer des seeds pour être sûr d'avoir tout le temps la même réponse, mais quand on les a sur le chat comme ça, c'est vrai que c'est déstabilisant parfois est-ce qu'on a vraiment la meilleure réponse que le LM pourrait fournir ou pas, ou est-ce que ça vaut le coup de lui reposer la même question pour essayer de générer une variante? C'est pas évident, forcément. Carrément, il y a toujours cet aspect un peu de température qu'ont les outils LLM comme ça, où du coup, on est fait en fonction de l'output. Si l'output, c'est tout le temps, si l'input, c'est tout le temps A, en fait, l'output peut varier de B à C à D à chaque fois. Donc, c'est vrai que c'est une petite contrainte. Bon, et la question maintenant que tout le monde se pose, j'imagine, enfin moi, je me la pose très fortement, c'est finalement, qu'est-ce que vous avez donné à ChatGPT pour créer cet assistant
Est-ce qu'on peut voir un peu sous le capot, qu'est-ce qu'il y a pour qu'il arrive à comprendre comment marche PlayPlay? Yes, carrément. Alors, je repartage mes petites slides. Peut-être avant de rentrer dans la démo de la construction, donc je vous ferai vraiment un vrai tutoriel. On va partir tous ensemble from scratch et on va construire ensemble cet assistant pendant le webinaire. Là, ce que je peux vous dire avant, c'est revenir un peu sur le contexte. Vous expliquer aussi les outils, les ressources humaines qu'on a eu besoin, l'équipe, on va dire, pour mener à bien ce type de projet et comment vous pourrez potentiellement le prioriser dans votre entreprise. Donc déjà, comment est-ce qu'on a eu l'idée? C'est qu'à l'époque, donc c'était en début 2024, on avait envie chez PlayPlay de ne pas uniquement exploiter l'IA dans le cadre de bénéfices pour nos clients, utilisateurs, mais aussi pour de l'interne. Et on ne voyait pas encore d'opportunité où on pouvait faire ça sans nécessiter du développement, c'est-à-dire un coût développeur. Et nous, nos roadmaps, elles étaient déjà assez chargées. Donc, on ne voulait pas justement prendre de la roadmap pour faire des petits projets en interne comme ça avec de l'IA. Mais on a eu une opportunité qui est apparue, c'était les fameux Custom GPT qui sont très accessibles et qui ne nécessitent pas donc de développeurs derrière. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler donc, des fameux Custom GPT. Je pourrais expliquer un petit peu dessus. Et peut-être la seule différence, c'est que du coup, par contre, il faut que tu aies des licences ChatGPT, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, les Custom GPT, c'est quoi? C'est à partir du moment où vous avez un plan payant sur votre compte ChatGPT, vous avez accès en fait à un store où vous avez des Custom GPT, c'est-à-dire des ChatGPT personnalisés qui ont été créés et itérés, modifiés par des entreprises ou des particuliers. Et là où c'est un peu la même, si je métaphorise, c'est un peu comme l'App Store sur iPhone quand ça a apparu, ça permet d'avoir un endroit avec plein de petites applications qui vont être spécialisées, dédiées à certaines tâches. Donc là, si jamais vous avez un plan payant, vous allez dans Explorer les GPT à gauche, vous verrez donc le store. Aujourd'hui, il y a une multitude, je dirais des milliers de custom GPT qui sont en accès gratuit même, pas tous payants, comme Canva, comme pouvoir avoir un outil qui permet de vous aider à rédiger des articles très facilement parce que du coup, ils sont vraiment entraînés à être super forts à la rédaction d'articles. Et donc, vous pouvez créer le vôtre aussi. Vous voyez le petit bouton en haut à droite. Donc, Attends, Charles, excuse-moi, j'ai une question par rapport aux GPT qui sont créés par des tiers. Est-ce que quand tu utilises un chat GPT, enfin un custom GPT créé par un tiers, est-ce que tu vois ce qu'il y a écrit? Est-ce que tu vois les prompts? Est-ce que tu vois le contexte? Ou c'est juste une espèce de boîte noire que tu utilises sans comprendre, enfin, sans connaître ce qu'il y a derrière? Alors, en effet, en tant que consommateur, vous ne verrez rien sur la façon dont c'est construit. Vous allez juste pouvoir en bénéficier, l'utiliser. Ouais. Et donc, après, si vous voulez créer le vôtre, vous pouvez. Et du coup, tout le monde qui est dans votre équipe GPT pourra ensuite accéder au prompt et voir comment c'est construit. Ouais. Ok, merci. Donc, tu étais sur le bouton créer. Ouais, c'est ça, le fameux bouton créer qu'on va voir d'ici quelques minutes. Donc, juste restez bien en ligne. Je finis un petit peu sur la mise en contexte. Donc, pour résumer, c'est juste qu'on a vu qu'on pouvait créer un sorte de chat GPT personnalisé. Et on s'est dit, nous, c'était pour faire de l'interne, donc pouvoir le créer et pas le mettre sur le store en public, mais en tout cas le garder en interne pour nous et de pouvoir justement avoir un petit assistant assez facile à configurer. Et vous allez voir que c'est très simple, ça ne nécessite pas de rocket science ou de PhD en IA, c'est assez facile. Donc, bien évidemment, les avantages pour nous, c'était de viser une rapidité d'exécution de nos tâches et aussi faire en sorte que l'assistant apporte des réflexions et des idées. Et donc, le comment, alors, les ressources qu'on a eues, c'était à la fois d'un point de vue côté outils et équipe étant allouées. Sur l'aspect outils, on vient d'en parler ensemble. Donc, en effet, c'est à partir du plan payant. Le premier palier payant, c'est le plan plus qui est à $20 par mois, qui permet donc de consommer, comme on disait, vraiment consommer ces custom GPT dans le store et aussi d'en créer. Et il y a aussi d'autres avantages, Fred, là-dessus qui sont assez cool. Il y a par exemple les modèles récents comme le O1 et O1 Mini qui sont des modèles de raisonnement avancés de ChatGPT qui sont vraiment chouettes. Ils sont capables de réfléchir réfléchir en sens dans les LM qui produisent des tokens cachés avant de produire leur réponse pour avoir une réponse plus pertinente sur des sujets complexes. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ensuite, il y a aussi le mode vocal avancé qui est assez chouette quand justement vous avez des présentations ou des interviews à répéter, vous pouvez prendre le mode avancé et faire en sorte que ChatGPT interagisse avec vous pour faire une petite simulation pour vous préparer une presse, par exemple. Donc, c'est assez sympa. Et plein d'autres choses. Donc, vraiment, c'est assez top. Voilà, bon, c'est $20 par mois, mais si c'est pour le bénéfice de votre entreprise, vous pouvez en parler et ça pourrait peut-être vous débloquer donc, des cas d'usage intéressants. On peut demander à ChatGPT de nous faire un prompt pour demander
un abonnement plus facilement. Sur comment demander en interne pour avoir l'abonnement. Rédige-moi un email pour que mon management accepte de m'abonner. Tout à fait. Et deuxième outil, alors bon, là j'ai mentionné Notion, mais c'était pas obligatoire. Hein. Vous pouvez, du moment où en fait vous avez un tableau, un outil qui permet de générer un tableau comme Google Sheet, nous on avait un tableau pour en fait répertorier tous les cas d'usage qu'on voulait faire, donc c'est-à-dire toutes les différentes tâches et besoins qu'on peut avoir dans notre process produit. Ouais. Donc tu vois là, la colonne du milieu, c'est en effet les process produits, donc étapes de solution, delivery, lancement, etc. On voyait que dans chacune des étapes, on voyait des tâches qu'on faisait en fait nous manuellement. Et pour chacune, en fait, on a créé des mini prompts qu'on va voir tout à l'heure, qu'on a instruit dans la tête de l'assistant pour qu'il sache comment bien rédiger la réponse comme on veut, de façon, on va dire, procédurale, play-play. Et on les a évalués. Donc, on testait entre nous dans l'équipe, on regardait si c'était fort ou pas, et si c'était pas trop fort, on pouvait itérer dessus, ou sinon tout simplement killer l'usage si on se rendait compte qu'il n'était pas du tout efficace là-dedans. On l'enlevait de sa cervelle pour pas qu'il puisse gérer ce genre de cas. Ok. Voilà pour les outils. Après, sur l'aspect humain, vous pouvez vous demander, justement, ça demande combien de personnes pour faire ça, quelles compétences, etc. Donc, nous, dans l'équipe produit, au moment où on a lancé l'initiative, donc c'était notre VP Product qui avait priorisé ça, on avait demandé des volontaires dans l'équipe de pouvoir amener à bien ce side project. Donc, il faut savoir que déjà, il a été priorisé et que la priorité dessus était basse. D'accord. Ce qui fait que ce projet a vécu sans problème. On savait que notre priorité, c'était notre job de PM tous les jours. Hein, mais à côté de ça, on avait alloué un temps, on va dire, entre 1 à 2 heures par mois, c'est-à-dire 1 heure où on se retrouvait tous, les volontaires de la task force, pour se dire, qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci dessus, quels sont les next steps, et ensuite 1 heure chacun de notre côté pour avancer sur nos différentes tâches. Et ce qui était sympa dans l'équipe, c'est que du coup, c'était assez varié. On avait une Product Ops qui était la coordinatrice du groupe. C'est important, je pense, d'avoir un coordinatrice ou un leader dans le groupe pour quand même garder du rythme dans le projet et pas le voir mourir si jamais on perd un sens de priorité dessus et qu'on est occupé à autre chose. Là, on voit qu'on était essentiellement beaucoup de PM, mais on aurait pu avoir aussi des designers pour nous aider aussi là-dessus. Et puis, on avait les tâches que je vais pouvoir aussi t'expliquer un petit peu si tu veux. Yes. Écoute, vas-y, raconte-nous rapidement comme ça. Peut-être rapidement, comme ça on pourra passer à la démo. Juste à la démo, carrément. Donc, rapidement, les 4 grandes lignes en fait, des tâches qu'on faisait tous les mois, c'est qu'on avait la partie paramétrage du chatbot. Donc, c'est les petits prompts qu'on va avoir qui vont être en fait en fonction du use case produit à mener, qui est la bonne formulation et la bonne méthodologie de travail que l'assistant doit faire pour y répondre. Okay. D'où, par exemple, les petites templates Notion qu'on lui mettait dans la tête. Comme ça, il savait nous donner le bon format de réponse. Ensuite, c'était les connaissances sur PlayPlay, le produit, nos personas de clients, etc. Ensuite, on menait des ateliers à nos end-users. Et les end-users, c'était les collègues de l'équipe produit. Vérifier que du coup, ça marche très bien pour eux, que ça leur donne envie de l'utiliser, qu'ils comprennent bien comment ça marche, etc. Et récolter du feedback et ensuite itérer dessus. Super. Et voilà, le moment tant attendu, le tutoriel. Donc, on va pouvoir rentrer dans le bac à sable tous ensemble et commencer à le construire. Alors, je rechange d'onglet, on revient dans le chat GPT. Donc, je suis sur mon plan payant. Je vais arriver dans Explorer les GPT, cliquer sur Créer. Et là, on voit qu'en fait, par défaut, il nous fait rentrer dans un onglet Créer qui est le mode de création conversationnelle. Ça, c'est sympa, mais je ne vous recommande pas. C'est plus si vous voulez créer tout en discutant avec le GPT. Par contre, pour aller plus vite, vous pouvez directement rentrer dans l'onglet Configurer. Et là, vous allez directement remplir les champs qui sont importants pour le créer. Donc, j'ai préparé en avance pour gagner un petit peu de temps. On va l'appeler donc Assistant Produit IA. Une petite description, donc nous aider à gagner en productivité sur la discovery. On va rentrer les instructions. Donc, dans les instructions, c'est là peut-être où vous allez devoir gagner en compétences sur la partie un peu prompting. Mais encore, rassurez-vous, ce n'est pas hyper compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, dans le prompting, c'est l'art de comment communiquer avec un LLM et une IA. Et il y a certaines règles aujourd'hui qui sont très populaires et on sait que c'est efficace si justement on veut donner des instructions à une IA. Donc, première instruction importante, c'est de donner un rôle. On voit que les LLM sont très forts quand on commence à leur donner un rôle pour qu'ils s'imaginent dans l'univers. Donc, je lui dis, tu es un expert en product management, user research, etc. Ensuite, deuxième chose importante, c'est forcément l'objectif. Donc, je lui dis, tu assistes les collègues product manager, designer de Vidéosi dans leurs tâches quotidiennes sur les différentes phases.
Et on voit d'ailleurs même que dans la syntaxe, tu as mis des tirets pour séparer, pour bien que ce soit clair et très, très ordonné. On a besoin de faire ça, hein, de faire un bon prompt, de bien séparer les informations et de dire voilà ce que c'est le rôle, voilà le rôle, voilà ce que c'est l'objectif, je t'écris l'objectif, pour Tout bien à fait. ordonner quoi, la chose. Ouais, parce qu'en fait, les LLM, en général, beaucoup ont été entraînés sur des données, donc récupérées du web, d'Internet, mais sous Ouais. format Markdown. Hmm. Ça, c'est justement le format Markdown où je suis en train d'écrire avec des tirets, etc. Bon, ce qui est un peu moche, mais c'est comme ça qu'ils comprennent et ça leur permet de bien structurer les choses. Ouais, tout à fait. Ouais, super. Alors, je viens à la troisième instruction, c'est le contexte. Donc là, je lui dis tout simplement, tu vas utiliser des modèles utiles et des bonnes pratiques de l'industrie. Voilà, vous pouvez lui dire aussi de répondre en français, d'être clair et concis. Donc ça, c'est plus sur le côté clarté de formulation. Mhm. Et là, l'étape la plus importante, c'est les instructions. D'accord. Alors, les instructions, c'est ces fameux petits prompts. Donc, je reviens, je repartage très rapidement ici cet onglet. Donc, comme je te disais, dans chaque étape, on identifiait les tâches à faire. Donc, pour chacune des petites tâches, on essaie de formuler le bon petit prompt qui va lui permettre de donner la bonne réponse comme on aurait voulu si on le faisait nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire, là, j'ai mis en exemple prompt 1. Prompt 1, c'est on va t'uploader des designs et tu vas devoir donner donc une design critique, une review, en donnant les avantages, inconvénients, suggestions. Donc ça, voilà, par exemple. D'accord. Dans le prompt 2, je pense qu'on est sur le côté collecter du feedback d'utilisateurs sous un format de questionnaire d'interview en donnant des références produits qui sont très bonnes, comme le livre Continuous Discovery Habits de Teresa Torres. Voilà, donc ça, c'est des choses qui devraient être au courant parce que c'est quand même des connaissances qu'il a sur le web, mais on peut lui donner des références d'auteurs ou de personnes qu'on aime bien côté framework produit. Ouais, ça qui est chouette, c'est que comme il a une connaissance quand même globale de Internet, en gros, et de ce qui s'est passé pour les dernières années, il sait, quand tu lui parles d'un livre, il sait quel livre c'est. C'est ça, tout à fait. Et un dernier petit exemple que j'ai mis, c'est justement le cas de Ticket Jira, où je lui ai dit, voilà comment on aime bien formater les user stories chez PlayPlay, as a user, les tâches développeurs, les tests acceptance. Voilà. Donc là, c'est vraiment la surface de l'iceberg, bien sûr, mais vous pouvez en mettre plein de petits prompts. Je crois que nous, par exemple, dans notre assistant en production, on a peut-être au moins une trentaine de petits prompts comme ça. Et c'est bien, parce que ça permet vraiment de s'attendre à obtenir la bonne formulation, la bonne réponse bien formatée comme il faut, sans avoir à lui demander d'itérer ou de changer, etc. Donc c'est top, ouais. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en plus, tu lui donnes même pas d'exemple. Tu lui dis pas, voilà un exemple de format que j'ai écrit moi qui me convient. Tu lui dis juste, voilà la structure. Et ça suffit. Ouais, tout à fait. Il aurait pu y avoir sinon une autre manière. Alors, j'en viens à la dernière étape de la construction, c'est la base de connaissances. Là, tu peux uploader des fichiers, donc les connaissances sur ta boîte, sur ton produit. Nous, par exemple, chez PlayPlay, on a téléchargé toutes les pages FAQ qu'on donne à nos clients. Okay. On a aussi des petits guides de fonctionnalités en interne pour expliquer à nos parties prenantes en interne sur comment marche une fonctionnalité. Donc ça, on les a uploadés aussi. Et comme tu disais sur le côté donner des exemples, on aurait pu très bien également tout simplement télécharger nos templates Notion de phase discovery et les uploader et dire voilà, tu as accès à tous les templates, tu comprends maintenant pour chacun des templates comment ça marche. Donc voilà, il y a vraiment, ça c'est un énorme avantage, ce côté connaissance, qui évite de devoir redonner du contexte à chaque fois et c'est vraiment top. Alors pour ceux qui veulent s'intéresser un peu plus au prompting, c'est ce qu'on appelle le zero shot, c'est quand on donne aucun exemple, et après il y a le few shot quand on donne quelques exemples. C'est un terme que vous allez retrouver souvent dans les guides de prompting. Voilà. Est-ce que vous donnez des exemples ou pas? Souvent c'est déterminé par c'est le mot shot qui est utilisé dans les textes que vous allez trouver, qui sont souvent en anglais d'ailleurs. Carrément. Et le côté prompting, ce qui est bien, c'est que maintenant, ça y est, on a de plus en plus d'articles. Donc, là, je fais une petite pub pour un article que j'avais écrit mais il y a très longtemps, je pense qu'il y a 2 ans, qui résume, on va dire, les 5 choses importantes à avoir toujours dans un prompt, c'est-à-dire le rôle, l'objectif, etc. Mais comme tu disais, Fred, c'est qu'on a aussi sur Internet maintenant, en accès libre, des guides de prompting un peu plus avancés avec le few shot, etc. Et c'est cool parce que moi qui ai vécu le début de la Genia en 2023 où il n'y avait rien, sur Internet, c'était un peu la jungle. Il fallait s'en sortir, aller sur les Discord, parler à des devs, etc. Mais maintenant, c'est cool, ça se popularise, donc vous pouvez vous en sortir. Ouais. Et j'ai une question là-dessus, du coup, est-ce que justement vous faites réécrire après les prompts par des LLM pour dire écris-moi un bon prompt qui sera encore mieux compris, ou est-ce que c'est des prompts encore créés à la main par des humains que vous utilisez? Ouais, c'est un bon exemple. De base, par défaut, on commence à l'écrire nous-mêmes.
Mais si on se rend compte que l'IA n'est pas assez performant ou donne une mauvaise réponse par rapport à notre prompt, on peut demander un coup de main et dire, bon, réécris-moi mon prompt de la manière à ce que ça puisse faire ça. Et on voit que de temps en temps, ça marche bien et que c'est vraiment pratique. Ouais. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup. Et du coup, pour terminer, tu vois qu'il y a aussi les fonctionnalités de ChatGPT auxquelles il peut assister. Donc, moi, j'ai coché recherche sur le web. Forcément, ça va être utile. Pratique. Le Canva, c'est un moyen à ce que ChatGPT, quand il vous donne un livrable comme un document, ça apparaisse dans une interface assez pratique. Ça ressemble un peu à un document Word, on va dire, mais qui est dans l'interface et que vous pouvez continuer à chatter avec ChatGPT à gauche pour itérer dessus, surligner des passages, lui dire de rendre plus court, etc. Donc, moi, je le garde actif parce que c'est quand même pas mal. Et génération d'images DALL-E, donc bon, c'est pas forcément obligé, étant donné que je vous disais que, par exemple, pour les designs, DALL-E n'est pas assez bon, en tout cas pour faire des prototypes aujourd'hui, mais vous pouvez le garder si jamais il y a besoin de parler, de dire, donne-moi une illustration pour, on va dire, un post LinkedIn que je veux faire pour parler de ma fonctionnalité. Bon, voilà, des petites choses comme ça. Et voilà, et c'est tout. Et ensuite, vous pouvez tester à côté, à droite. Vous pouvez tester avec. Donc ça, si je dis juste hello, on va voir qu'il va pouvoir commencer à répondre. Et donc, à gauche, vous pouvez continuer à itérer. Donc, vous voyez, là, je peux modifier. Là, si je rajoute quelque chose ici, on voit qu'ensuite, il est revenu à l'interface de base. D'accord. Et ça va me permettre de retester. Et une fois que vous êtes content avec et ça marche bien, vous faites créer. Voilà, créer et vous faites… donc, nous, on ne veut pas le mettre sur le store, évidemment. C'est qu'en interne, donc là, je peux faire partager à PlayPlay AI, donc l'entreprise. Ouais. Voilà, mettre à jour, boum. Et normalement, j'aurai accès ensuite dans mon panel à gauche. Il est là, voilà, tout simplement. Et en fait, tu es un peu l'admin du custom GPT dans la boîte, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'avais découvert les custom GPT à l'époque, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, dans l'équipe, la task force dont je te parlais, on a tous vachement monté en compétences dessus. Chacun est capable d'itérer sur le prompt, modifier, l'entretenir. Et d'ailleurs, c'est une bonne question que tu poses sur le côté maintenance, parce que mine de rien, même si on a créé cet assistant, il reste maintenant toujours des tâches de maintenance. Donc, par exemple, sa culture à faire grandir quand on a des nouvelles fonctionnalités qui sortent. Donc, nous, on s'est dit que sur un rythme de tous les, on va dire, 2 mois, on va updater notre assistant et renseigner ces infos-là, ou tout autre élément pertinent. Donc voilà, un petit peu de maintenance à faire quand même, mais normalement, c'est pas très long. Ok, super. Merci beaucoup, Charles, pour cette super démo et cette présentation. Il nous reste un peu de temps exprès réservé pour quelques questions. Donc, je vois qu'il y en a déjà certaines qui ont été posées. N'hésitez pas à en poser dans la partie Q&A. Je vais les prendre au fur et à mesure. Tanguy, je te mets à la fin parce que ce sera une belle question pour la fin, là. Les ressources. On va commencer donc par la question de Julien. Julien demande, est-ce que ChatGPT s'engage à ce que les données restent privées, ne soient pas données à la concurrence? Ouais, très bonne question, parce que forcément, nous aussi, on était sensibles à ça. Ouais. Donc, ce que vous pouvez faire, premièrement, pour maximiser, enfin, en tout cas, diminuer le plus possible les chances qu'ils puissent prendre de vos données, c'est dans ChatGPT, dans le côté paramètres, vous avez un endroit où vous pouvez dire de ne pas s'entraîner sur vos données. D'accord. Donc ça, c'est, je pense, primordial à avoir. Vous pouvez même lui demander de ne pas conserver l'historique. Donc, c'est-à-dire qu'il va au maximum le plus possible, donc supprimer toutes les informations en database qu'il a sur vous. Je crois que par contre, il conserve quand même les données jusqu'à une hauteur de maximum de 30 jours. Et ça, c'est pour toutes les boîtes, toutes les entreprises, etc., pour des raisons de censure. Mais au-delà de 30 jours, c'est obligé, il le supprime. Et par contre, vu que vous avez dit ne pas s'entraîner dessus, il ne devrait pas normalement divulguer vos informations à des concurrents. Donc, si vous faites ça, normalement, vous êtes déjà bien couvert. Et après, c'est plus prendre des petites précautions. Comme vous avez vu, nous, on fait chez PlayPlay, de ne pas dire vraiment notre nom d'entreprise, des petites choses comme ça. Bon, ça peut paraître un peu parano, mais bon, ça ne coûte rien et ça peut être quand même toujours bien. Ouais, parce que finalement, dans ce prompt custom que tu mets dans Custom GPT, tu mets toute ta stratégie d'entreprise, tout ton produit, toutes tes personas, tout ton analyse du marché. Enfin, c'est un truc assez sensible pour l'entreprise. Donc, Ouais, ça peut faire un peu peur. Après, vous êtes. Moi, je parlais donc de ChatGPT, mais je ne promue pas ChatGPT personnellement. Il y a d'autres outils qui peuvent être très bien là-dessus et des outils qui ont cette plus-value, je crois, de vraiment offrir le côté gain de sécurité. Je pense notamment, par exemple, à une entreprise française, c'est ouais, j'ai un trou de mémoire d'un coup. Dust, ouais. Qui fait à peu près ça, ce côté en fait où vous pouvez donner dans leur chatbot assistant IA des connaissances d'entreprise et ils vont vraiment s'assurer au maximum que ça reste très confidentiel et pas partagé.
Donc voilà, il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans en tout cas, donc ça c'est cool. Super. En parlant d'alternatives à ChatGPT, on a une question. Quid d'utiliser Custom ChatGPT plutôt qu'un projet dans Claude avec effectivement aussi du contexte et des instructions. Est-ce que vous avez testé, vous avez benché d'autres solutions que ChatGPT? Ouais, alors à l'époque, je crois pas que Claude et Gemini, les autres, avaient déjà ça, parce que nous, c'était début 2024. Peut-être que je me trompe. D'accord. Mais du coup, là, aujourd'hui, j'ai refait un petit check-up. Je sais que Gemini, par exemple, font exactement la même chose que ChatGPT, donc OpenAI. Donc, si vous préférez Gemini Flash ou d'autres, bah, ça peut être assez bien. Et Claude, j'étais allé faire un tour aussi. Je crois qu'en fait, on peut en tout cas donner des instructions déjà au préalable, etc. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse déjà uploader en fait des documentations, des bases de connaissances. Ouais. Et que, du coup, en fait, aussi, c'est que quand vous allez parler à Claude avec les instructions personnalisées, ça va le faire tout le temps. Vous D'accord. pouvez en fait sélectionner votre chatbot précisément et du coup, il comprend que c'est à ce moment-là qu'il va utiliser. Je crois que ça le fait un peu tout le temps. Donc, à chaque fois, vous pouvez supprimer, remettre, donc ça peut être contraignant. Mais après, peut-être que je me trompe, je ne suis pas un expert de Claude, je suis plutôt côté Team GPT. Ok. C'est intéressant, ouais. Alors sur ChatGPT, là, ça isole vraiment les environnements et du coup, tu as un environnement où tu parles avec la connaissance interne et l'autre où il connaît rien sur toi, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais. Ok, très clair. Justement, sur les documents que tu uploads, ça c'est une question qui me vient. C'est quoi le format qui est accepté? Tu peux mettre du PDF, tu peux mettre du Markdown, c'est un peu ce que tu veux. Ouais, alors c'est une très bonne question parce qu'on a eu des soucis là-dessus. En fait, il n'y a que certains formats qui sont déjà acceptés. Je sais, par exemple, le format qui marche le mieux, c'est PDF. Ok. Donc, quand vous avez un tableau, un gros Excel que vous voulez uploader dans ChatGPT en connaissance, il vaut mieux l'exporter en PDF et l'uploader. Parce qu'on avait testé, par exemple, format CSV, ça marchait moins bien. D'accord. Et PDF, en tout cas, c'était recommandé. Je crois que c'était écrit par OpenAI sur leur interface que PDF, c'est ce qui marche le mieux. Donc, petite astuce. Super. Quand est-ce que vous avez sorti le projet en interne et est-ce que toute l'équipe produit s'en est emparée? Ouais, alors la V1, on a dû la lancer début 2024. Ensuite, on a fait une collecte de survey, on va dire une analyse au sein de notre équipe sur comment vous l'utilisez, à quelle fréquence, etc. Et alors, c'était marrant parce que sur cette V1, il y avait un gros truc important qu'on a complètement zappé, c'était le côté avantage base de connaissances. En fait, il n'y avait que donner le côté avantageux des instructions écrites au préalable. Ouais. Il n'y avait pas les connaissances. Donc, à chaque fois, en fait, le pain de nos end-users dans l'équipe produit, c'était de tout le temps spécifier, je suis l'entreprise Vidosi, machin truc. Tout réécrire à chaque fois. C'est ça. Et donc, ça peut paraître bête, mais ouais, c'est vrai qu'on n'a pas du tout pensé. Et en fait, c'est grâce à cette première analyse qu'on a eue au sein de l'équipe, on a itéré, on a compris que c'était ça surtout le gros gain de temps. Et donc, on a rajouté le côté connaissance. Et maintenant, la V2, on a dû la lancer, je pense, c'était fin de l'année dernière. Donc, on doit être autour de 3 mois d'usage, 4 mois, peut-être 3 mois d'usage sur la V2. Et là, on arrive dans une phase, justement, on va commencer à lancer des petits questionnaires à nos collègues, comprendre un petit peu l'usage, etc. Mais rien n'empêche qu'aujourd'hui, comparé à la V1, on sent qu'il y a un beaucoup plus gros usage fréquent. Parce que déjà, rien qu'à la machine à café, quand on en parle avec des collègues, ils me disent ouais, hier, il m'a aidé à faire un questionnaire d'entretien, c'était trop bien. Ou alors une designeuse qui m'a dit, c'est un cas concret, elle m'a dit là, il avait remarqué un edge case qu'on n'avait pas du tout vu dans le design. Donc, ça fait plaisir. C'est cool de voir qu'en tout cas, les collègues s'en servent un petit peu. Donc c'est bien. Ouais. Super. Une question. Oui, une question sur le kick-off, une question sur le lead time. Hop, je la mets là. Entre le kick-off et la mise à dispo des équipes, combien de temps s'est écoulé? Vraiment, ouais, c'est une bonne question pour voir le côté facilité de le sortir. Honnêtement, vu que nous, c'était déjà, il faut savoir le contexte, comme je disais, c'est que c'était priorité basse. Donc, on n'était pas une énorme urgence à le sortir à tout prix. Mais donc, par exemple, nous, ça nous a pris entre le moment où on a démarré et le moment où on a vraiment sorti la V1, je dirais peut-être 2 mois, 3 mois. Donc, ce qui veut dire qu'au final, derrière ça, vous avez, comme je disais, on a à peu près 1 à 2 heures par mois de temps alloué. Donc, vous avez un total de peut-être 4 heures ou 5 heures d'investissement, 4 heures par personne, plus ou moins, sachant que c'est des équipes de 3, parce qu'au début, on était 3. Okay. Voilà. Mais ça peut être très rapide, honnêtement, ça dépend de la priorité que vous voulez mettre dessus. Peut-être la seule chose que je peux vous prévenir, vous allez devoir peut-être monter un peu en compétence, c'est le côté prompting. Voilà. Là, c'est la partie un peu plus technique, mais c'est bien pour vous, en tout cas, de monter en compétence dessus, parce que c'est un peu l'avenir de l'IA aussi. Si ça vous intéresse, de comprendre le prompting, c'est aussi
vous, en tant qu'utilisateur de ChatGPT, de Claude Gemini, bah, vous deviendrez plus fort aussi sur l'utilisation de cette suite d'outils. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Évidemment, on a un public de PM, donc la grande question, c'est quoi le ROI? Est-ce que tu peux estimer le gain de temps, de précision, d'efficacité Ouais. Donc, au niveau de l'impact, donc justement, le problème, c'est qu'on n'a pas un outil, on n'a pas dans l'interface de ChatGPT un dashboard analytics. En gros, il ne nous donne pas d'informations sur l'usage des analytics, donc ça, c'est assez dommage. Parce qu'on aurait bien aimé voir des pics de seuil d'usage, voir tous les mois comment ça monte ou ça baisse. Donc, nous, ce qu'on a fait d'une façon très pragmatique, c'est qu'on a fait un questionnaire, en fait, un Typeform qu'on a envoyé à nos collègues au bout de 2-3 mois d'usage. Et on avait des questions type à quelle fréquence vous l'utilisez, sur le use case, partie compréhension du problème, quelle est la satisfaction que vous avez dessus, sur la partie solution, la satisfaction. Donc, assez granulaire sur les différentes étapes. Au final, les résultats qu'on a eus, c'était justement, comme je disais, c'est que la V1, pas un énorme usage, honnêtement, assez peu utilisé pour le côté justement où ça les dérangeait de devoir réexpliquer le contexte de la boîte, etc. Donc, au final, on voyait qu'il passait plutôt par ChatGPT classique que notre assistant. Mais sur la V2, désormais, vu qu'on a résolu ça, on va pouvoir le mesurer dans les prochaines semaines et normalement, ça devrait être meilleur. En tout cas, je le ressens quand je parle avec eux déjà dans les couloirs et en prenant le café, que ça y est, on sent qu'il y a une meilleure rétention grâce à ce côté sens aussi. Ouais. Tu as réussi à retirer la friction principale. Super. Et une dernière question qui était également la question qu'avait posée Tanguy. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager sur le sujet? Comment on peut apprendre et comment on peut creuser et aller encore plus loin, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que justement, j'en profite, c'est que demain, je sors un livre blanc, un sorte de guide sur comment créer des fonctionnalités IA. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn si vous voulez. Donc, c'est Charles Lomo. Je le publierai, je pense, demain vers 10h. J'ai aussi ma collègue Anya chez PlayPlay qui a sorti un article il n'y a pas très longtemps qui est vraiment top. Si vous voulez aller plus en détail sur vraiment construire des fonctionnalités IA, mais même pour des end-users utilisateurs, on va dire. Et sinon, pour l'aspect, donc créer des custom GPT, moi, ce que j'aime bien, c'est m'abonner à des newsletters d'IA. C'est là que j'ai le plus de connaissances et que j'évolue le plus, c'est en regardant ce qui se passe dans l'univers de l'écosystème IA. Donc, je regarde les newsletters que j'ai. Vous avez Rundown AI, voilà, tout simplement, qui je pense est ma préférée. D'accord. C'est toutes les semaines condensé de ce qui se passe dans l'IA, dans le monde de l'IA, des outils, des produits qui sortent. Et sinon, un petit point, on fera une liste de tous ces sujets-là pour les en tête en effet. Mais en tout cas, on pourra vous donner une petite liste, ouais, carrément. Super. Et donc, comment s'appelle ton livre blanc demain? C'est qualité d'une fonctionnalité IA, les bonnes pratiques. En fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, c'était un sujet qui me passionnait à l'époque, c'était comment on peut obtenir un bon output d'IA. Parce que vous pouvez avoir une fonctionnalité produit à base d'IA, avec une très belle UI UX, une très belle compréhension du problème, etc. Mais si derrière, l'output, ce qui est généré, on va dire, l'image, le texte, etc., est mauvais, ça va faire un échec. Donc, c'est là la grande problématique sur ce nouveau type de pattern de fonctionnalité, c'est réussir à générer aussi un très bon output. Donc, à l'époque, j'avais fait pas mal d'entretiens avec des PM en prenant des cafés comme ça parce que ça m'intéressait, des PM de d'autres entreprises. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant tout ce que j'ai appris, même les conférences. Je me suis dit, tiens, autant profiter à la communauté, faire un petit livre, un petit guide, comme ça, tout le monde peut aussi lire, partager leurs idées. Donc voilà, sortira demain. Super Charles, merci beaucoup pour toutes ces informations.